Bonjour à tous donc et bienvenue dans ce troisième épisode de Remarques et Avis sur Game of Thrones qui va donc se concentrer sur l'épisode 3 de la saison 6. Bon, la vidéo qui parlait de l'épisode 2 est sortie il y a pas longtemps. Si vous ne l'avez pas vue, je peux la mettre là, ou dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo si vous voulez un lien. Donc à la fin de cet épisode-là, j'avais dit que je m'attendais à voir, qu'est-ce que j'ai dit, Port-Réal, ce qui se passe dans les prisons. Un petit peu plus sur Arya parce que du coup son intrigue avec les 100 visages m'intrigue justement. Est-ce qu'on va revoir son épée par exemple qu'elle a cachée dans les rochers? Ça elle a mis ça, elle a caché ça dans les rochers, ça veut dire qu'à un moment donné ça va resservir, forcément. C'est le pistolet de Tchekhov. Si vous avez déjà écouté une émission qui parlait de cinéma, vous avez forcément entendu parler de ça. Ne serait-ce que Crost. Si vous ne connaissez pas Crost, l'émission de Karim Debache, je vous conseille Crost, bien entendu. Ou alors même les Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal, il me semble qu'il en parle à un moment donné. Bref. Et puis j'avais parlé aussi de Sam et Ver, et puis avoir des informations sur Stannis. Voilà, et puis je m'attends, mais ça c'est pas vraiment une attente personnelle, c'est juste que je sais que je vais y avoir droit, Daenerys et Dorne, qui sont pour moi les deux points faibles, disons, de la série en ce moment. Faudrait que ça revienne un petit peu, faudrait qu'il se passe des choses. Bref, en avant, parce que du coup j'ai rien d'autre à dire, donc passons au visionnage. Daenerys comme prévu. Ah, il y a bien Maisie Williams, donc on aura bien du Arya. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas qui vous êtes non plus. Jotan Price, c'est le grand moineau. Donc les îles de fer sont pas au générique encore? D'accord. Bon bah je sais toujours pas où c'est du coup. Allez, tant pis pour moi. Ah et en plus c'est un plan, il vous avait manqué mesdemoiselles. Ah donc elle est encore vivante. Ollie, you put a knife in my heart. Il était pas tout seul, hein. Stannis was not the prince who was promised, but someone has to be. Mais il est où? Ah bah voilà! Il suffisait que je demande! Ah! C'est pas le même casque que la montagne, ça? Ils ont le sceau des Targaryens sur le plastron. Ah! C'est miteux! Pourquoi vous faites un plan pareil? C'est vide! Un 3 contre 1, il gère quand même vachement bien, je trouve. Ah! Voilà. Oula, il va pouvoir commencer à interagir avec le passé. And what? Everything. Ah, c'est drôle parce que ça ressemble au plan de la saison 1. Et donc les autres femmes, c'est quoi? C'est toutes des cales ici aussi ou comment ça marche? Il n'y a pas autant de cales que ça. Ah bah non, non, c'est les femmes de leur calassa. We captured on patrol. That's good. That's very good. But that's a report. Who said this? Me. Just now. No conversations. Play a game. And your father? C'est qui lui? No one's seen him.
Ça y est, elle est de retour. Et elle est pas contente. Can I help you? I do appreciate these things can get a bit confusing in your family. A true leader avails himself of the wisest counsel he can, and no one is wiser than the gods. Oh, c'est malin. My grandfather once said something similar. Except for the part about the gods. The gods work through him whether he knew it or not. Oh, qu'il est They bon. work through your mother. Oh, qu'il est bon. Il a pas fini de se faire frapper. Ah, mais c'est quand même plus agréable. C'est la musique de Batman, là, c'est quoi ce délire? If the girl is truly Noah, she has nothing to fear. Je suis pas certain de la logique de cette phrase, mais passons. Your father was a cunt. Ça c'est dit. My father was poisoned by our enemies. I like my wife. Oh merde. Oh merde. Welcome home, Lord Stark. It's time. Time for what? C'est quoi l'idée là encore? Forcément. Ça y est, tu vas enfin mourir toi? On dirait Syndrome dans Les Indestructibles ce garçon. C'est un peu lent la pendaison comme mode de mise à mort. Non, c'est pas rapide comme ça la pendaison, je suis désolé. Non, bah non, non, non. My watch is ended. C'est vrai que techniquement, vu qu'il a juré allégeance jusqu'à la mort, et qu'il est mort, rien n'empêche de se casser, maintenant. Il n'est pas en rupture de contrat, il n'y a aucun problème. Bien, la partie post-visionnage, donc, commentaires, remarques, avis, analyse, impressions, tout ça. Alors déjà, en gros, c'était un épisode plutôt de transition, donc il s'est pas passé non plus énormément... Il s'est pas passé de gros trucs. Il y a eu plein de petites informations ou de petites actions qui ont été faites, donc ça il y en a eu vachement plus que d'habitude, c'est pour ça que j'ai quasiment plus de place sur ma fiche tellement j'ai mis de points. Vous en faites pas, hein, je vais passer bien rapidement parce que bon, le but c'est pas que ça dure 1h30 non plus, mais voilà, il n'y a pas eu vraiment de grands événements, sauf à la fin, où il y en a eu deux quand même qui sont très intéressants pour la suite de la série, mais sinon c'est plutôt de la mise en place de ce qui va arriver après, donc bon, c'est pas forcément extrêmement palpitant. C'est un des épisodes les mieux équilibrés pour l'instant en termes de temps d'écran, puisqu'on a en gros 10 minutes 30, un truc comme ça, d'épisodes qui se déroulent au mur. Donc il y a une grosse moitié au début, une petite moitié à la fin. Et puis on a également 11 minutes à Essos, donc en combinant le temps de Daenerys et le temps, le temps qui se passe à Myrine. Ça fait 11 minutes, donc c'est à peu près la même chose. Et puis on avait également un truc qui faisait 9 minutes de Port-Réal. Voilà. Donc c'est vraiment les trois gros morceaux de l'épisode. Je rajouterai à ça toute la partie avec Bran. On va en parler hein, de toute façon. Et puis voilà, puis après il y avait une scène ou deux avec d'autres personnages. Il y a combien d'intrigues différentes ce coup-ci? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est beaucoup quand même. Mais mine de rien, ils ont réussi à nous mettre des gros morceaux qui duraient quand même plus de 5 minutes quoi. Donc c'est parti, parce que j'ai dit qu'on n'allait pas perdre de temps, alors ne perdons pas de temps. Si vous voulez tout savoir, là actuellement sur mon papier j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 points. Mais sur ces 19 points, il y en a plusieurs qui parlent du même événement parce que j'ai plusieurs remarques à dire sur la même chose. Voilà, il y a aussi des points que j'ai pas écrits je crois. Non, je pense pas. Mais voilà, c'est un peu le bordel, vous aurez pas... Je vais pas découper le truc en 19 morceaux, ne vous en faites pas.
je vous respecte quand même un petit peu. On commence donc par la suite, le début de l'épisode qui est la suite de la fin de l'épisode précédent. Logique. Où donc on voit John ressuscité, revenu parmi les vivants, à poil bien sûr, hein, pour que ces demoiselles puissent se rincer l'œil quand même un petit peu aussi, qu'il n'y en ait pas toujours que pour ces messieurs, enfin mesdemoiselles et messieurs également, si c'est votre délire. Voilà, donc ça c'était le point 1. Point 2, j'ai rien d'autre à dire, enfin je veux dire il est revenu, il a pas l'air d'avoir changé tant que ça par rapport à la manière dont il était parti. C'est juste que voilà, il est secoué, il se demande comment ça se fait qu'il est encore en vie. Il le dit d'ailleurs, hein, je devrais pas être là. Et puis c'est tout quoi. Bon après de toute façon on va revenir sur lui à la fin de la vidéo puisqu'on revient au mur à la fin de l'épisode. Donc, mais pour l'instant voilà quoi, c'est juste le mec il est choqué d'être en vie, tout le monde est choqué qu'il soit en vie et voilà. Point numéro 2, donc on a... comment elle s'appelle elle? Celle dont j'oublie toujours le nom là, qui s'appelle Mélisandre. Eh bien elle arrive, elle débarque et puis elle lui demande alors t'es mort, qu'est-ce que t'as vu? Et lui il lui répond rien. Donc j'ai appelé ce point là Dieu n'existe pas, point d'interrogation. Parce que c'est quand même assez bizarre, parce que je ne suis pas un croyant moi-même, mais quand même, dans Game of Thrones, les preuves que le dieu de la lumière existe réellement sont quand même assez concrètes. Enfin, je veux dire, la prêtresse de la lumière, dès qu'elle fait un rituel qui est censé fonctionner, le rituel fonctionne. Alors, il y a juste la mort de Shoryn pour la bataille de Stannis qui n'a pas fonctionné. Ce qui fait que du coup elle perd la foi. Alors c'est intéressant d'avoir un personnage religieux qui perd la foi, ça pose plein de thématiques et de problématiques et tout ça, sauf que le dieu de la lumière il existe, il y a vraiment des preuves concrètes du fait qu'il est capable de faire des trucs et d'interagir avec le monde des vivants à travers elle, donc je sais pas, c'est dommage qu'il y ait que 2 représentants de la foi dans cette série, à savoir elle et le grand moineau. Et le grand moineau, il peut pas avoir une crise de foi sans eux, haha lol, parce que justement le fait qu'il est à fond dans sa foi, ça en fait un personnage puissant à Port-Réal qui peut contrer un peu les Lannister. Donc du coup ils se sont sentis obligés de donner cette crise d'identité là à Mélisandre, alors que justement son dieu est le plus concret de tous. Donc voilà, John lui répond rien. Tout comme elle avait raté son rituel là, avec la mort de Shoryn. Alors que, à côté de ça, elle est capable de faire naître des bébés en fumée, elle est capable d'avoir des visions, elle est capable de faire tout ce délire là. Il y a le dieu de la lumière s'exprimant à travers les flammes a déjà prouvé maintes et maintes fois qu'il était capable de faire des trucs. Ou alors c'est de la surinterprétation de ma part, mais... Ça me semble étrange comme ça de balayer d'un revers de la main tous les... moi j'appellerais ça des preuves, hein, des preuves de l'existence de ce dieu-là. On apprend également de sa bouche que Stannis n'est pas le prince promis. J'ai mis trop grande suspension parce que la citation était trop longue pour tenir sur la fiche. Stannis n'est pas le prince promis, mais Jon Snow l'est peut-être probablement. Donc ça ce serait le sauveur de Westeros, celui capable de régner sur le trône de fer et de restaurer la paix et l'amour dans tout le continent, celui que l'on connaîtrait sous le nom de Azor Ahai et dont on n'a quasiment pas parlé dans la série. Moi si je connais Azor Ahai c'est parce que j'ai une pote brésilienne qui est à fond dans tout ce qui est théorie et qui a lu les livres et qui me parle de Azor Ahai, mais parce que sinon voilà, nous dans la série, nous pauvres regardeurs de la série Game of Thrones, on a entendu le nom quoi 2 fois et je serais incapable de vous redire ce qu'on a appris sur lui quoi. Donc bon, donc on nous parle de Stannis, vous pensez bien que moi ça m'a fait plaisir, mais malheureusement on nous en parle pas pour nous dire dans quel état il est. Si ça se trouve, Stannis est bel et bien mort, mais on n'est toujours pas au courant. Et donc tous ceux qui ont comme théorie que Jon serait effectivement Azor Ahai, qui serait le fils de... Non merde, du coup c'est une théorie tellement concrète que ça peut être considéré comme du spoil.
Bon, j'ai rien dit, j'enlèverai ça au montage. Mais voilà, donc les théories semblent vraies, semblent se vérifier, et du coup, bah, ça doit faire plaisir à tous ces petits mondes qui dissèquent un peu l'univers de Game of Thrones, et dont je ne fais pas nécessairement forcément partie, mais j'imagine bien que quand t'es quelqu'un qui a comme ça fait une théorie et que la série la confirme, t'es tout content, quoi, t'es fier de toi. Moi, tu vois, j'ai juste demandé à ce qu'on ait Sam et Ver dans l'épisode 3 et on l'a eu et je suis super content. Donc j'imagine pas les mecs qui prévoient le truc depuis des années. Le bonheur intense qu'il doit y avoir en leur trip. Donc c'est cool pour eux. Et également, donc vous voyez, c'est juste je réagis à une phrase ou deux, quoi. C'est vachement rapide. Une dernière, et puis après on quitte le monde de Jon. L'ami de Jon, dont je ne me rappelle plus du nom, qui lui demande est-ce que c'est toujours toi à l'intérieur? Et c'est vrai que c'est une question qu'on est en droit de se poser. Est-ce que Jon est ressuscité totalement de la même manière que le Jon de base, ou est-ce qu'il y a des changements, est-ce qu'on va voir des changements dans son comportement, est-ce qu'il va être différent dans la manière dont il interagit avec les autres? On ne sait pas, pour l'instant. Il a l'air de ressembler quand même vachement au Jon de base, mais voilà. Ça me fait rire parce que j'ai l'impression que les auteurs de la série ont pris s'amusent à... Comment dire ça? Ils s'amusent avec les théories des fans. Pareil, il y avait une grosse théorie qui circulait sur internet avant que la saison 6 ne démarre, qui était oui, Jon Snow il va être ressuscité dans son loup. Et du coup, il va y avoir l'esprit de Jon dans le corps du loup. Et donc, à la fin de l'épisode 2, quand, juste avant de voir la résurrection de Jon Snow, il y a la caméra qui s'arrête à un moment donné sur le loup, on le voit qui se réveille et qui lève la tête. Du coup, là, les gens qui avaient fait la théorie, ils devaient justement être tout contents et se dire « Ah, est-ce que j'avais raison ?» et en fait, non. Donc ce que j'ai l'impression, c'est que les mecs qui ont écrit la série, ils sont quand même allés voir, et puis les mecs qui l'ont réalisé surtout, ils sont allés voir sur internet un petit peu les théories de fans, et puis ils se sont dit ah, on va faire un petit peu des clins d'œil à ces théories-là, tout du moins les plus récurrentes. Et donc là, ce coup-là, on a la même chose avec la théorie du fait que Jon Snow va effectivement revivre, mais qui sera pas pareil que le Jon Snow d'avant. Et ben voilà, là en une phrase, ils ont un petit peu teasé les gens qui ont cette théorie-là. Donc c'est cool. On passe à Sam et Ver. Allez, on passe à Sam et Ver, que d'ailleurs le point je l'ai noté. Sam et Ver, point d'exclamation, smiley content, parce que voilà, j'avais demandé du Sam et Ver et j'ai eu du Sam et Ver. Donc là pour l'épisode 4, retenez bien mes paroles, je prédis le retour de Littlefinger. Parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu, ce con-là, et je l'avais complètement oublié, sinon j'en aurais parlé depuis longtemps déjà. Mais oui, c'est vrai que c'est un personnage qui existe, et ce serait bien qu'on voit ce qu'il est en train de faire avant la moitié de la série, quoi. Ce serait dommage de l'oublier. Je sais qu'il a joué dans le labyrinthe, la Terre brûlée, et dans un jeu vidéo là dont j'ai déjà oublié le nom. Mais bon, est-ce qu'il a tourné 2-3 scènes dans la saison 6 de Game of Thrones? Ce serait pas mal de le savoir quand même. Parce qu'aux dernières nouvelles, il a quitté Port-Réal et il est en chemin pour retourner à Winterfell, pour retrouver Sansa. Donc il va avoir quand même une sacrée surprise là. Une fois qu'il sera arrivé, déjà il aura vu que bon, bah il y a eu la guerre. Winterfell a gagné, mais les Bolton sont morts, sauf Ramsay, maintenant c'est lui qui dirige, et Sansa n'est plus là. Quoi d'autre? Bah il va croiser Rickon, Stark et Osha. On en parlera un petit peu après de deux. Donc voilà, Littlefinger, qui, quand, quoi ou qu'est-ce? Ce serait bien qu'on ait des informations. Et donc, la suite, parce que du coup, je vais peut-être en parler de Sam et Ver au lieu de parler de Littlefinger à la place de Sam et Ver.
qui du coup s'en vont à Vieilleville et non pas à Durlieu. Comme je l'avais dit la fois dernière, Durlieu c'est le village des sauvageons qui a été attaqué par les marcheurs blancs là dans l'épisode 8 de la saison 5. Donc ça n'a absolument rien à voir, merci aux gens qui m'ont corrigé dans les commentaires de la vidéo précédente. D'ailleurs c'est pas la seule chose, c'est pas le seul retour que vous m'avez fait. Il y en a qui m'ont dit que Stannis c'était pas le seul Baratheon encore en vie, s'il est encore en vie. Il y a encore Gendry qui a été sauvé par Davos, au lieu d'être sacrifié, enfin, au lieu d'être buté parce que c'était un autre Baratheon. Donc voilà, lui on l'a vu partir dans la saison 2, je crois. Il est parti dans un bateau et on ne l'a jamais revu. Donc je ne sais pas si on recroisera le personnage. Mais si c'est le cas, il est fort possible que je ne le reconnaisse absolument pas. Il faut qu'on l'appelle par son prénom parce que sinon c'est mort quoi. L'acteur aura tellement changé en 4 ans que ce n'est même pas la peine d'essayer. C'est pas la seule chose qu'on m'avait dit également dans les commentaires. Attendez, j'essaye de faire ça de mémoire. Oui, on m'a expliqué aussi où se trouvaient les îles de fer. Donc c'est bien parce qu'elles sont exactement là où je pensais qu'elles étaient. J'aurais dû d'ailleurs le dire dans la dernière vidéo, comme ça j'aurais l'air cool, mais je l'ai pas fait, donc tant pis. Mais sachez que c'est exactement là que je pensais, enfin que je visualisais les îles de fer, c'est-à-dire au nord-ouest de Westeros. Et on m'a également confirmé que Greyjoy Senior s'appelait bien Balon Greyjoy. Yes! Et on m'a appris que celui qui l'avait buté là s'appelait Euron. Enfin je suppose qu'on dit Euron, ça s'écrit Euron, mais Ballon ça s'écrit ballon et ça se prononce Ballon. Donc Euron ça s'écrit Euron mais ça se prononce Euron, non? Je sais pas. Pour l'instant je l'ai pas encore entendu à l'oral, je ne l'ai vu qu'écrit. Donc voilà, je vais dire Euron parce que Euron c'est un peu ridicule quand même, t'as vraiment envie de dire Euron, petit patapon. Donc là Euron au moins c'est mieux. Enfin ça dispense pas de faire la blague Euron, petite patapone, mais ça veut rien dire, du coup c'est moins drôle. C'est moins drôle, ok. Et donc Sam et Ver sont en partance pour Vieilleville. Mais le monastère de Vieilleville n'accepte pas les femmes, donc il va falloir que Sam dépose sa femme au passage chez lui. Donc on va découvrir les parents de Sam. Apparemment il n'est pas très chaud avec son père. Je pense d'ailleurs que c'est lui qui l'a envoyé au mur, si mes souvenirs sont bons. Et par contre il aime bien sa mère, donc on verra bien. Ma théorie, et ça c'est une théorie personnelle, personne me l'a dit, c'est une théorie qui vient de moi totalement. Je pense que lorsque le père de Sam va le voir arriver avec une femme et une fille, il va se dire « Ah bah en fait, mon fils a réussi dans la vie, donc c'est pas un moins que rien, donc si vous voulez, les relations entre lui et son père vont s'améliorer. » Jusqu'à ce qu'un jour il découvre que le fils de Ver n'est pas le fils de Sam, et alors là ça va chauffer. Mais du coup ouais voilà, c'est sympa. On a un peu Sam et papa. Sam et papa, donc peut-être que du coup ça va lui permettre de se réconcilier avec le sien. C'est beau quand je parle. Allez, on passe à la suite. La suite, c'est la bataille au pied de la tour qui a un nom, mais dont je ne me souviens pas. J'ai même pas l'impression qu'il l'ait dit. Enfin, moi, je l'ai regardé en version en VO sans sous-titres, parce que je hais les sous-titres. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont dit le nom de la tour et que ça m'a échappé. Mais je sais qu'elle a un nom, genre c'est la tour brillante, ou la tour de lumière, ou la tour solaire, ou la tour quelque chose. Un truc qui lumineux, comme ça, je sais plus. Je sais plus bien, mais il me semble que c'est ça. Donc on a cette bataille qui nous est montrée par le prisme de comment il s'appelle ce comte, Bran, qui regarde dans le passé et qui continue son travail d'exposition man, où donc là on voit la bataille entre Ned Stark et donc c'est pas Rhaegar Targaryen, parce que Rhaegar est vachement plus vieux, et d'ailleurs à ce moment là dans l'histoire il est un peu mort. Donc c'est le fils probablement, ou le petit-fils de Rhaegar, probablement le fils.
Donc ils se battent et Ned gagne, mais apparemment il avait raconté à son fils que oh là là, ma bataille avait été glorieuse et je lui ai poutré sa gueule vraiment de manière noble et loyale. Et en fait non, c'est un pote à lui qui l'a poignardé dans le dos, enfin qui lui a transpercé la gorge par derrière. Écoute, c'est la guerre, hein, on s'en fiche. Moi j'ai envie de te dire, t'as beau être Ned Stark, t'es pas obligé d'être non plus l'incarnation du bien sur Terre. Tu te battais pour ta vie, t'as failli mourir, un pote t'a transpercé ton ennemi par l'arrière, et voilà, on s'en fiche, de toute façon l'histoire est écrite par les vainqueurs, donc que ce soit toi qui lui ait tranché la tête ou que ce soit un pote à toi qui l'ait fait avant de mourir, c'est un détail, on s'en fout. Moi je lui en veux pas, Ned Stark, vraiment, c'est pas... il ne baisse pas dans mon estime pour autant. D'ailleurs, spéciale dédicace à l'acteur qui joue Ned Stark enfant, il ressemble vachement à Sean Bean qui aurait quelques années de moins, quoi. Franchement, ils ont vachement bien trouvé l'acteur. C'est beau. Et donc on en arrive à... dans cette tour, il y a probablement Lyanna Stark. Oui, Lyanna Stark. Et bon, on n'a pas le temps, on voit pas jusqu'à la fin de la scène. Moi je m'y attendais, est-ce qu'on voit pas la scène jusqu'à la fin? Ils vont nous... Encore une fois, ils jouent avec les théories des fans. J'en suis persuadé maintenant. Donc là... on va faire attendre les fans jusqu'à au moins l'épisode 4, peut-être même le 5. On n'aura pas la suite de l'histoire, on verra pas ce qui se passe dans la tour, mais selon ce qui est montré, certains fans pourraient hurler de joie. Je suis d'ailleurs plutôt d'accord avec eux. Mais comme du coup c'est tellement tangible que ça pourrait être considéré comme du spoil, je ne vais rien dire. Mais alors le truc qui m'a un petit peu intrigué, c'est ce cri à travers le temps, puisque Bran a crié « Hey papa !» à Ned, et Ned s'est retourné alors que on avait vu dans l'épisode précédent que le personnage de Bran était... il pouvait pas interagir avec son environnement, quoi. Les gens ne le voyaient pas, ils voyaient à travers lui, il pouvait pas... personne n'a essayé de le toucher, et il a essayé de toucher personne, donc on peut pas savoir, mais je suppose qu'il est également intangible. Donc, à un moment donné, enfin, c'est pas vraiment une question de cohérence, parce que je pense que ça veut dire qu'il est en train de tellement maîtriser son pouvoir, que maintenant il est capable d'également interagir avec le passé. Mais ça va foutre un peu le bordel, toute cette histoire-là. Parce que du coup, s'il est capable d'interagir avec le passé, ça veut dire qu'il est capable de le modifier, et donc il serait capable de complètement chambouler tout plein de choses dans la série, rien qu'en restant sous son arme, quoi. En tout cas, la série a l'air de montrer cet événement comme si, voilà, Bran était maintenant capable, ou a été capable... ponctuellement d'intervenir avec le passé, mais ça veut dire que s'il s'entraîne un peu, il sera capable de le refaire, quoi. Et même son maître, dont je connais pas le nom, pas l'air super chaud pour que ça arrive. Et même moi, d'ailleurs, je dois vous avouer que c'est le passé, quoi. Laissez le passé tranquille. De toute façon, la morale de tous les films où il y a du voyage dans le temps, c'est ne touche pas au voyage dans le temps. On ne touche pas, les choses étaient faites pour arriver ainsi. Laissons-les se passer. Après, je sais pas trop ce qu'il aurait envie de modifier non plus, mais le simple fait que la série tende à montrer qu'éventuellement il pourrait le faire, ça m'enjaille pas des masses. On passe à Daenerys, et j'ai qu'un seul truc à dire sur Daenerys, en gros, parce que, bon, y a pas tant de choses à dire que ça, c'est que, donc... elle va être jugée par des Khalasar qui vont se regrouper, qui vont d'ailleurs juger des villages de la région qui vont être des villages maîtres et ceux qui vont être esclaves et tout ça. Donc vous imaginez bien qu'à l'intérieur, la Khaleesi, elle est un petit peu en train de bouillonner, de dire « Ah, quoi, des esclaves? Ah !» Elle est en train de faire un eczéma interne. Forcément, ça va gueuler.
Et donc ils vont la juger pour savoir si elle mérite d'être Dosh Khaline ou pas. Sachant que du coup, vu le simple fait qu'il mentionne qu'elle puisse être Dosh Khaline ou pas, bon, pour tous ceux qui aiment bien un petit peu l'écriture de scénar, vous savez que du coup il n'y a aucune chance que le conseil ne statue sur le fait que Daenerys va devenir Dosh Khaline. On a donné des indices sur le fait qu'il pouvait en arriver à une autre conclusion. Donc la conclusion la moins intéressante, c'est Dosh Khaline en fait. Donc, elle ne le sera pas. Enfin, en tout cas, c'est ma théorie personnelle. Bon, quelqu'un qui sait un petit peu comment on écrit une histoire, et les ressorts scénaristiques classiques et tout ça, j'aurais tellement dû aller en L, putain. Mais sinon, au lieu de grossir mes chevilles, je propose que nous passions à Myrrine, parce que ça y est, hein, j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Daenerys. Si, à la rigueur, quand est-ce qu'on a des nouvelles sur la filature des deux héros là, des deux Don Juan? Est-ce qu'il y a un moment donné, on va avoir des nouvelles sur où est-ce qu'ils en sont par rapport à elle? Est-ce qu'ils sont proches, loin? Est-ce qu'ils partent dans une direction qui est totalement opposée? Où est le dragon? Ah, il est où, Drogon? Et d'ailleurs, puisqu'on en parle, un point dont j'avais absolument pas parlé dans l'épisode précédent, Tyrion libère les dragons de leur chaîne, mais il les sort pas de la cave. Donc c'est-à-dire que quoi, tu t'as enlevé une barrière qui les entravait, mais t'en laisses une deuxième, c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, il faut aussi leur donner la possibilité de voler et d'aller cramer des moutons et des gens. Maintenant, il n'y a plus Daenerys pour dire « Oh là là, mais mon dragon, il s'est nourri avec des gens !» Bah, c'est un peu ça que ça fait, un dragon, en même temps. Hein. Si tu les avais... comment dire? Putain, c'est quoi ce mot de la langue française, là, qui est super simple et j'arrive pas... Dompter. Si tu les avais domptés correctement, t'aurais pu leur apprendre à distinguer la viande de mouton de la viande d'humain, ou même la viande d'animal sauvage, et tu les aurais pas enfermés comme une grosse cruchasse. Maintenant, voilà, il faut les laisser voler de leurs propres ailes. Donc, est-ce qu'on va revoir Drogon? Est-ce qu'il va revenir sauver sa mère du conseil des Khalasar? C'est ça? Ou est-ce que ce seront les deux cavaliers de l'amour? Ou est-ce que ce sera une combinaison des deux? Les deux cavaliers de l'amour qui chevauchent Drogon? On ne sait pas. Mais en tout cas, on a envie que ça se passe. On passe à Myrrine, donc, où j'ai eu l'impression que les 7 minutes, les deux scènes à Myrrine ont duré 7 minutes en tout, 11 minutes c'est si on rajoute Daenerys. 7 minutes, c'est énorme, surtout pour le contenu, parce qu'il ne se passe rien. Pendant ces 7 minutes, on a Varys qui manipule une femme pour lui demander des infos, ce qu'elle finit par faire, mais bon, est-ce qu'on avait vraiment besoin d'autant de temps pour ça? Et puis on a pendant ce temps, à l'étage, Tyrion qui essaye qui fait le bouffon, hein, clairement. Tyrion est en train de devenir le bouffon de cette série, il n'est là que pour faire du comique, et ce serait bien qu'il fasse quelque chose aussi, un petit peu qu'il agisse, qu'il fasse du Tyrion, bordel de merde. Parce que pour l'instant, une fois qu'on laisse les auteurs tout seuls, et qu'il n'y a plus le livre pour les guider, tout ce qu'ils retiennent de Tyrion, c'est « Oh là là, c'est un homme qui est très drôle !» Oui, et qui boit beaucoup du vin. Oui, et c'est aussi un très fin stratège, quelqu'un qui est capable de s'adapter à toutes les situations. Voilà, il y a un petit peu de ça aussi. Oui, mais non, mais ça, on va plutôt filer ça à Varys. Ah bon, bah file ça à Varys, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc là, cette scène est extrêmement drôle. La scène avec Tyrion. J'ai ri, mais de bon cœur. C'est, encore une fois, un humour très anglais. Vraiment, toute la partie où il parle de conversation et de... oui, un grand homme a dit un jour que l'histoire était écrite par des conversations qui avaient lieu dans des salles élégantes. Et
La pauvre Missandei, qui est vraiment la plus intelligente des trois apparemment autour de la table, lui dit « Ah bon, qui a dit ça ?» C'est moi, à l'instant. Ce regard, je vais vous le mettre là, ce regard plein de choc de Missandei, qui à la fois, elle s'attendait pas à cette réponse et en même temps elle le juge, mais d'une manière tellement profonde. C'est beau, putain, c'est tellement drôle, mais ça sert à rien, ça sert à rien d'autre que d'être drôle. J'aimerais que, voilà, les passages à Myrrine soient un petit peu plus que des sketchs d'humour anglais. J'ai rien contre, c'est très drôle, mais est-ce que ça peut également faire avancer l'intrigue? Ce serait pas mal. Parce que là, tu sentais vraiment qu'il gagnait du temps, quoi. C'était même l'objectif de la scène. C'était Tyrion qui gagnait du temps pour pas qu'on s'emmerde en attendant le retour de Varys. Tu faisais un cut, et ça marchait tout aussi bien. Et l'épisode, il était 3 minutes moins long, et du coup, il faisait 50 minutes au lieu de 53, ou un truc comme ça. Enfin, c'était pas dommage. Je crois que l'épisode 1, il a fait 45 minutes. Il était pas long, hein, le premier épisode. Personne s'est plaint. Enfin, en tout cas, moi, non. Si t'as rien à dire, ne dis rien. Vraiment. Parce que là, ça se voyait et c'était pitoyable. Ah, j'ai soif à force de parler comme ça. Pause glou-glou, je reviens. Ah. Ok, donc, on en était où? Ah oui, du coup, j'aime bien moi les transitions comme ça. T'as Varys qui parle de ses petits oiseaux et paf, cut sur les petits oiseaux de Port-Réal qui donc servaient Varys avant, mais qui maintenant servent Qyburn parce qu'il a réussi à les acheter avec des bonbons. C'est pour ça que j'ai appelé ce point Qyburn aime les petits enfants. Une phrase qui n'est absolument pas à sortir de son contexte. C'est tout. Enfin, voilà, on sait maintenant que y a un nouveau grand conseiller, en fait, je pense que ça va être lui, du coup, qui va récupérer des infos des petits oiseaux de Varys, que ce soit ceux de Port-Réal, ceux de Bravos, ceux de Winterfell, ceux de Myrrine, Myrrine non, ça va être un peu compliqué, ceux de Haut-Jardin, enfin partout quoi. Il va à nouveau y avoir un grand stratège à Port-Réal, et ce sera lui. Et puis voilà. On apprend également qu'il va y avoir une ordalie pour le Grand Septon, donc le Grand Septon va être jugé pour probablement pour avoir enfermé la reine. C'était l'objectif, je pense, de Tommen. C'était l'objectif de Tommen, donc, qui était censé aller chercher le Grand Septon pour l'emmener se faire juger et qu'ensuite il y ait une décision d'ordalie par combat. Et à ce moment-là, le combattant du côté des Lannister, ce sera la montagne, et du côté du Grand Septon, on sait pas trop, je vois pas vraiment le Grand Septon venir se battre. Ils auront peut-être... Enfin, si ça a lieu, parce que pour l'instant, c'est pas près d'avoir lieu, hein. Si ça a lieu, donc, ce serait plutôt un intervenant externe, mais alors, qui aurait pu être converti? Peut-être le frère de Cersei, là. Éventuellement. Je sais plus ce qu'il vaut au combat. Peut-être. Peut-être que ça peut être ça. Mais il y a également une théorie qui dit que ce serait plutôt le limier qui, pour l'instant, officiellement n'est pas mort, qui pourrait peut-être redébarquer comme ça dans la série et affronter son frère, puisqu'il y a toujours eu une rivalité entre les deux Clegane. Donc ce serait intéressant. Après, quel intérêt le limier aurait... Bah, l'argent. C'est bon. Une scène au conseil restreint avec une blague de prout. Voilà, il y a une blague de prout dans Game of Thrones. Il me semble que c'est pas la première. Ou alors il y a eu des blagues de Ro aussi dans les premières saisons. Mais ça faisait longtemps. Et ça m'a surpris quand je l'ai vu. Je fais, oh les gars, vraiment,
une blague de prout, vous êtes sérieux. En plus, elle est pas si drôle. Et disons qu'elle est classique, quoi, elle est revue 1000 fois, c'est oh là là, je parle mal de quelqu'un qui est vachement plus fort que moi, et oh là là, il est derrière moi, n'est-ce pas? Et là, il se retourne et oh bah oui, il est derrière moi. C'est tellement éculé comme blague que même la parodie de cette blague est éculée. C'est-à-dire, la blague de base, c'est je parle de quelqu'un et je me retourne et il est là. Et la parodie de cette blague, c'est je parle mal de quelqu'un et je me rends compte qu'il est derrière moi avant de me retourner et j'en fais la remarque. Même ça, on l'a déjà trop vu. C'est tellement vieux comme blague, c'est bon, voilà. Bon, mais c'était une blague de prout, voilà, il y en a rarement dans Game of Thrones, alors on en parle. Voilà, sinon, la scène du conseil restreint était plutôt là pour montrer que les Lannister étaient plus vraiment bien accueillis dans ces conseils-là, qu'ils étaient plus vraiment maîtres en leur demeure, puisque même quand ils s'imposent dans les conseils restreints, les autres préfèrent partir, et d'ailleurs le conseil préfère même donner leur confiance à la vieille, là, qui vient de Haut-Jardin, donc qui est pas du tout un membre de la famille royale, ou quelqu'un de Port-Réal, ou quoi que ce soit. Enfin, c'est juste la mère de la reine, mais la reine est en prison et tout ça. Enfin, ils préfèrent même faire confiance à cette étrangère-là plutôt qu'à Cersei. Donc il y a quand même... voilà, ça montre que... elle a du boulot si elle veut se refaire respecter, la petite dame. Et son mari slash frère... enfin, mari. Non, son amant slash frère et son garde du corps. Ensuite, donc on a une scène avec le grand moineau. Donc on voit qu'il est un très très bon embrouilleur. Là pour le coup, là quand je l'ai entendu lâcher sa réplique sur oui un roi doit également être sage, je fais oh putain mais qu'est-ce qu'il est bon. D'ailleurs ça s'est vu dans le... normalement j'ai gardé ça au montage dans les réactions, c'est ah voilà enfin une réplique bien écrite, bien subtile, bien comme j'aime. Avec bah du coup ça fait écho à ce qu'avait dit Tywin Lannister à Tommen lorsqu'ils avaient fait l'enterrement de Geoffrey et que c'était à son tour de devenir roi. On lui a dit bah écoute mec, l'important c'est pas la force, c'est pas l'humilité, c'est pas tout ça, l'important c'est la sagesse. Et du coup, le grand moineau est en train de convertir le roi à sa cause. Et ça, c'est pas rien, parce que il a quand même enfermé sa femme. Et le frère de sa femme. C'est pas rien. Le mec, c'est pas un débutant dans l'art d'embobiner les gens, quoi. Donc ça, c'est cool. J'aime bien. Ouais, de toute façon, dès qu'on commence à faire chier Cersei, je suis preneur. On passe à Arya. Donc Arya, on a droit à son training montage, mais il n'y a pas Eye of the Tiger derrière, dommage, tant pis. La musique est pas mal quand même. On a pas mal de remarques, dont une mention assez peu subtile du limier. Est-ce que du coup c'est pour préparer les gens, pour rappeler aux gens que le limier existe, pour le faire redébarquer dans un épisode suivant, pourquoi pas pour affronter son frère? Ah ah! Et la théorie ne se base pas sur rien non plus. Je ne sais pas. En tout cas, on l'entend également réciter sa liste qui n'a plus que 3 noms. Ça m'a surpris un peu. D'ailleurs, ça n'a pas surpris que moi, parce que ça a surpris son adversaire aussi, qui lui a dit c'est tout, il n'y a pas d'autres noms. Comme si il y avait un nom important dont on était censé se rappeler et dont on était censé remarquer l'absence. Et si c'est le cas, eh bien, je ne l'ai pas remarqué du tout. Est-ce que vous savez quel est le nom qui manque dans toute sa liste? Parce que bon, elle a tué des gens aussi quand même à Braavos. Elle a buté le mec... le mec qui aimait bien les petites filles là. Qui aimait bien les filles de plus en plus jeunes. Qui avait tué je ne sais plus qui. Et donc dont elle voulait la mort depuis longtemps. Elle s'est fait passer pour une marchande d'huîtres et tout ça. Donc ça, elle a dû enlever son nom de la liste. Mais avant, il n'y avait pas 4 noms. Hein. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas qui manque sur cette liste. Mais la série avait l'air de nous dire que ah, c'est important
L'important c'est pas les noms qui sont sur la liste, c'est les noms qui manquent. Voilà, malheureusement je n'ai pas la mémoire suffisamment bonne pour savoir qui manque. Donc si vous avez des infos, je suis preneur. Et également elle retrouve la vue et elle dit qu'elle est personne, et moi je la crois pas. Moi je pense qu'elle joue... elle fait semblant depuis tout à l'heure. Parce que... Enfin depuis tout à l'heure, depuis tous ces épisodes là, elle a compris qu'il fallait qu'elle dise qu'elle était personne pour avancer. Et pour vraiment devenir une sans visage. Mais... je sais pas, j'ai pas vraiment l'impression qu'elle n'est plus l'Arya d'avant. Pour moi elle a toujours... elle se souvient toujours de sa liste par exemple. Donc même si elle est incomplète, elle a toujours une liste de personnes qu'elle veut tuer. Donc elle n'est pas personne, elle est toujours quelqu'un qui a un ressentiment contre ces personnes-là. Et puis il y a toujours Aiguille, qu'elle a caché dans un tas de cailloux et qu'elle n'est toujours pas allée rechercher. Donc pour moi c'était juste, elle a fait ça, c'était pour retrouver la vue, pour vraiment être considérée comme une sans visage et pour avoir accès au dieu multiface. Mais dès qu'elle sera relâchée seule dans la nature, elle va repartir dans son trip de vengeance personnelle. Chose qu'elle n'est pas censée faire, vu qu'elle est censée plus être personnelle, elle est censée être personne. Donc voilà, moi je suis pas convaincu. Je pense qu'elle joue le jeu pour être validée par les gens, mais sinon c'est... Dès qu'on la remettra toute seule, elle attaquera les autres. C'est une sauvage. Il me reste que 3 points, ouais. Le gros twist, qui apparaît donc à Winterfell. Ramsay avait plus vraiment de personnes sur qui il pouvait se défouler, et les auteurs ont trouvé que c'était vachement dommage. Du coup, ils ont ramené Osha et Rickon Stark. Ils sont allés les rechercher des méandres de l'oubli. Je ne m'attendais pas à les revoir, honnêtement. Je les avais un peu oubliés, pour être honnête. Je vous en ai parlé de Rickon, mais voilà, enfin pour moi il était sorti de la série et voilà, enfin c'était la fin. Son histoire était terminée, bravo, vous avez terminé votre intrigue sans être mort, félicitations, recevez ici un succès Steam. Mais non, apparemment il y a plus que ça, maintenant il a gagné, au lieu d'un succès Steam, le droit de se faire démolir par putain, je viens de dire son nom! Ramsay! Je l'ai pas écrit là? Non, je l'ai pas écrit. Ah si, je l'ai écrit là. Si, bah ouais. J'aurais pu regarder ma fiche. C'est con, c'est à ça qu'elle sert. Bref, donc là, félicitations, t'as gagné le droit de te faire démolir par Ramsay Stark. Je sais pas bien. Également, il y a une autre famille qui avait prêté allégeance au Stark qui rejoint Ramsay. Mais ça, je m'en fous, honnêtement. Pour l'instant, on s'en bat la race. Et donc voilà, j'ai été surpris de revoir Rickon, et surtout j'ai été choqué en disant putain mais tu vas tellement prendre cher. Parce que bon, je vois pas... À moins de se servir de Rickon comme levier, parce que il va pour être considéré... Enfin pour peser par rapport aux gens de Winterfell en disant hey, voilà, j'ai un Stark avec moi, donc je suis intouchable et j'ai le droit de vous commander. Mais... je trouve que ça a quand même moins de légitimité que si c'était Sansa et qu'il l'avait épousé, quoi. Enfin, il peut pas épouser Rickon, il peut pas épouser Osha parce que ça servirait à rien, parce que c'est pas une Stark. Donc, il n'a pas vraiment besoin d'eux vivants, donc je sais pas trop ce qui va se passer. Et le dernier point, qui est Jon tue des gens et se casse, qui peut être magnifiquement résumé comme ça. Hein. Donc il y a l'assassinat Enfin, l'exécution plutôt, c'est le terme qui convient le mieux, l'exécution des traîtres. Sir Alistair est enfin mort, ouais, depuis le temps qu'on l'attend. Il a tué Olly aussi. Je savais pas trop s'il allait comment dire, putain, j'ai le nom en anglais mais j'ai pas le nom en français. S'il allait l'épargner, voilà, c'est ça.
s'il allait épargner Holly ou pas. Plus on allait dans la série et plus je me suis dit non, non, tu vas être sans pitié parce que ce mec est un traître et il faut le considérer comme tel. De toute façon, Jon Snow, il s'en fout de tuer des gens qui font partie de la garde de nuit et qui trahissent ses idéaux, puisqu'il l'avait déjà fait avant en décapitant le vieux barbu là. Je me souviens plus de son nom, je me souviens même plus de à quoi il servait. Mais voilà, enfin, il l'avait décapité alors que le mec l'avait supplié de pas le faire. Il l'a fait pour garder la face. Là, évidemment, c'est la même situation et Jon allait forcément réagir de la même manière. Je veux dire, il y a des gens, t'as tout installé pour les tuer, maintenant tu les tues, quoi. Tu te ravises pas à la dernière minute, ça fait pas crédible. Donc voilà. Tout le monde est mort, y compris Holly. Tant pis pour lui, il avait qu'à pas être un gros con. Et Jon se casse parce que techniquement, vu qu'il est mort, il n'a pas brisé son serment en s'en allant. Sa garde est finie, donc il passe le relais à son pote, et puis il s'en va vers le sud, apparemment, puisqu'il a pris la porte du sud, donc il s'en va vers l'intérieur des terres de Westeros. Où va-t-il? C'est ça la grande question. Est-ce qu'il va à Winterfell? Aux dernières nouvelles, il me semble qu'il est au courant qu'il y a des Snow dans la... Enfin, qu'il y a les Bolton à Winterfell. Oui, il est au courant. Puisqu'il leur a demandé, des renforts dans la saison 4 ou 5, je sais plus. Et il voulait pas le faire parce qu'il disait « Ah non, les Bolton, c'est eux qui ont trahi ma famille, c'est eux qui ont tué les Stark chez les Frey. » Lors du célèbre Red Wedding, le mariage pourpre, les noces pourpres. Donc il voulait pas. Donc là, dans sa tête, à Winterfell, dans les dernières nouvelles qu'il a reçues, c'est que c'est des Bolton qui gèrent l'endroit. Donc si il veut aller quelque part, je pense qu'il irait bien à Winterfell pour reprendre l'endroit. Et dire, pour libérer un peu le peuple qui est opprimé par des Bolton. Et ce serait intéressant, du coup on aurait une battle de Snow, une battle de bâtards, ce serait pas mal. La question c'est, est-ce qu'il va croiser Sansa en allant vers Winterfell? Parce qu'il y a quand même Sansa qui part de Winterfell vers le mur et Jon qui part du mur vers Winterfell. Et connaissant Sansa, même s'il n'y avait qu'une seule route pour aller de Winterfell au mur, elle serait capable de rater Jon. Donc, est-ce qu'il va y avoir un chassé-croisé? Ou est-ce qu'ils vont se rencontrer, que Sansa va lui expliquer tout ce qui s'est passé, et il va dire « Ok, il faut vraiment que je bute cet enculé Enfin, ces enculés de Bolton, parce que pour lui, pour l'instant, aux dernières nouvelles, tout le monde est encore vivant. Ou alors, est-ce qu'il va arriver à Winterfell, voir que Rickon est prisonnier de la ville et se dire « Mon Dieu, il faut vraiment que je bute la tronche de ces bâtards de Bolton. » Dans les deux cas, c'est comme ça que ça va fonctionner. À moins qu'il ne décide pas d'aller à Winterfell, mais plutôt plus au sud, ou même carrément à Essos avec Daenerys. Qui sait? Ou à Braavos, où il retrouvera sa sœur. On ne sait pas, il est parti vers l'inconnu. Mais s'il y a vraiment une Battle of the Bastards, comme je vais l'appeler maintenant, une bataille de bâtards, ce serait probablement le contenu de l'épisode 9. Parce que pour l'instant, c'est ça le truc le plus grandiose qui s'annonce. Ce qui veut dire que le mec va quand même marcher d'ici à Winterfell pendant 6 épisodes. Armons-nous de patience. Et le dernier point, c'est... Ah oui, ça avait un lien avec le titre de l'épisode. L'épisode en anglais s'appelle Oathbreaker, donc celui qui a brisé son serment. En français, on appelle ça un parjure, la traduction directe, mais c'est un mot que personne n'utilise. Et donc, pourquoi est-ce que l'épisode s'appelle comme ça? Parce que Jon n'est pas vraiment un parjure, puisqu'il disait qu'il resterait dans la garde de nuit jusqu'à sa mort, et il est mort. Donc maintenant, il a le droit de s'en aller. Je ne sais pas trop. Qui est-ce qui avait également un serment?
Il y a Sam Ever, il n'y a pas vraiment grand chose. Est-ce qu'on parle de Ned Stark? Est-ce qu'il a brisé un serment? Non, pas vraiment. Daenerys n'a pas vraiment brisé de serment. Ah si, si, et si, ce serait plutôt Daenerys, du coup, pour le coup, qui a brisé un serment. Puisque, normalement, elle était censée aller au couvent, et elle a mis 6 saisons à le faire, donc c'est un peu ça le problème. Et éventuellement, ça pourrait aussi s'appliquer à Arya, mais dans le futur. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure. On considère que Arya va briser son serment de sang visage pour redevenir une fille vengeresse. Ou bien, ça parle des Karstark et des autres maisons qui étaient alliées aux Stark qui ont prêté serment à Ramsay Bolton. Puisque du coup, ils ont brisé leur serment envers la famille Stark. Je pense que ce serait plutôt ça. Ça paraît un peu flou comme terme. Mais bon. Vous voyez, c'est toujours un petit peu ce problème-là qu'on a avec les titres de Game of Thrones, c'est que ça peut s'appliquer bien souvent, enfin c'est qu'ils veulent trouver un terme qui s'applique à plusieurs intrigues qui sont développées dans l'épisode. C'est un peu un thème fantôme. Mais là, ça s'applique pas à grand monde, je trouve. Parce qu'il n'y a pas vraiment de serment et il n'y a pas vraiment grand monde qui les a brisés, du coup. Mais bon. On passe à mes attentes pour l'épisode 4. Qu'est-ce que j'attends pour l'épisode 4? C'est une bonne question. Pas grand-chose, c'est ça un petit peu le problème avec les épisodes qui mettent en place des trucs. C'est que, du coup, t'as juste envie que ça se passe, quoi. Mais t'as pas vraiment d'envie spécifique. Savoir où Jon se barre, retourner un peu aux îles de fer, voir Littlefinger où est-ce qu'il en est, et l'intrigue d'Arya, elle est intéressante parce que pour l'instant c'est la seule qui évolue à un rythme à peu près régulier. Hein, dans le premier épisode, elle s'est fait bolosser la tronche. Dans le deuxième épisode, on lui a dit « Allez, tu t'es suffisamment fait frapper, viens, on va faire de toi une sans visage. » Et dans l'épisode 3, elle recouvre la vue. Si vous nous remettez des petits morceaux de l'intrigue d'Arya comme ça à chaque épisode, même si c'est moins de 5 minutes, moi ça m'intéresse. Voilà. Et puis, je ne pensais pas que j'allais dire ça un jour, mais Dorne, depuis l'épisode 1, on n'a pas vu ce qui se passait. Ce serait bien que... Mais ta gueule, le chien! Je sais pas si vous l'entendez, mais il hurle là à la mort, je sais pas, mais achevez-le, le pauvre! J'arrive plus à me concentrer du coup. Qu'est-ce que je disais? Ouais, Dorne, si vous comptez faire Dorne, faites Dorne, hein. Ne mettez pas Dorne dans l'épisode 1 et puis après l'enlever, ce serait dommage. Et puis voilà. Donc j'ai pas beaucoup d'attentes pour l'épisode 4, donc je ne peux qu'être satisfait. Allez, on y va, on se donne rendez-vous dans quelques jours pour l'analyse et l'avis de l'épisode. Enfin, analyse c'est un petit peu, comment dire, présomptueux. Disons, ouais, réaction. Réaction c'est bien. Ma réaction et mon avis donc sur l'épisode 4 qui sera dans quelques jours. Allez, salut, ciao!